Entendre, ça va, c'est bon? Ouais, bon, on verra bien. Oui. On va essayer de ne pas se mettre trop loin de ce micro-là. Ne triche pas, ne regarde pas mes questions. J'aurais dû prendre un verre d'eau, je ne l'ai pas pris. Bon. T'es prêt? Bon, on va voir. C'est de l'impro total, donc. Oui, mais en général, c'est ce que je demande. Aucun de mes invités ne prépare quoi que ce soit. Donc toi non plus. C'est parti? D'accord. L'épisode que vous allez entendre est un épisode très particulier. D'abord parce que je l'ai enregistré chez moi, pieds nus, dans mon salon. Et surtout parce que mon invité est mon mari. Depuis le temps qu'il écoute l'entrée des coulisses et qu'il en connaît justement les coulisses de préparation, eh bien, il se retrouve dedans. Il a joué le jeu, il va donc vous faire découvrir ou redécouvrir une œuvre qu'il a absolument adorée. Et puis, comme je l'avais sous la main, j'en ai profité pour lui poser quelques questions sur un thème qui m'intéresse, qui est: qu'est-ce que ça fait de vivre avec une personne qui crée, que ce soit des spectacles ou des podcasts, comme je le fais. Voilà, bonne écoute. Merci beaucoup de participer à l'entrée des coulisses. C'est assez particulier. C'est vrai. Mais j'avais pas le choix. Donc, Je t'ai un peu forcé la main, c'est ça tu veux dire? on peut dire ça. Oh non. Mais non, je plaisante. Non. Bon. Si j'avais pas voulu, je serais pas là. Ben voilà, exactement. Donc, tu as bien voulu jouer le jeu et donc participer à cette rubrique que j'ai appelée bouche à oreille. Et ensuite, j'aurai quelques petites questions à te poser sur une thématique qui m'intéressait d'aborder, qui est: qu'est-ce que ça fait de vivre à côté avec une personne qui crée ou des spectacles ou des podcasts, ce qui est mon cas. C'est toujours assez compliqué de demander ça à mes autres invités, puisque je ne peux pas aller interviewer leur conjoint, conjointe, partenaire. Et puis là, j'avais quelqu'un sous la main, donc merci. On prend ce qui reste. On prend mon mari, voilà, qui vit avec moi tout le temps et qui voit comment ça se passe. Déjà, on va commencer par le bouche à oreille. Donc, le principe, je crois que tu le connais, parce que tu en as déjà écouté plusieurs. Quelqu'un, donc toi aujourd'hui, va nous parler d'une œuvre ou d'un artiste qui l'a marqué, qui l'aime bien. Et le principe, c'est de ne jamais prononcer son nom. Aujourd'hui, pour te faciliter un peu la tâche, on va quand même préciser qu'il s'agit d'un écrivain. Parce que très souvent, j'ai remarqué que chez mes invités, c'était très compliqué de tourner autour du pot. Ils ne savent pas du coup comment en parler. Donc aujourd'hui, c'est un écrivain. C'est bien ça. C'est ça, exactement. Un écrivain que j'ai découvert il y a, je dirais bien une quarantaine d'années. Comment tu as découvert cet écrivain? Eh ben, quand j'avais une vingtaine d'années, j'aimais beaucoup lire. J'aime encore toujours lire, mais moins fréquemment que je ne le faisais avant. Ouais. Et j'étais dans ma période où je m'étais relu tous les Agatha Christie. Mm-hmm. J'avais pris tous les Agatha Christie à la bibliothèque, qui était à côté de chez moi. Et un jour, je rentre et je vois ma sœur et puis, je sais pas, j'ai dû lui dire que l'Agatha Christie, j'en avais fait le tour et tout. Et puis elle est venue avec un bouquin qu'elle m'a posé dans la main. Et elle m'a dit: tu devrais essayer de lire ça, ça risque de te plaire. Bon, c'est ma sœur, donc normalement je dois absolument rien écouter de ce qu'elle me dit, mais là, sur ce coup-là, elle est venue avec ce livre. Et je suis rentré dans ce bouquin et j'ai trouvé que c'était... moi, ça m'a fasciné. Alors, il y a 40 ans d'écart, donc peut-être que maintenant, ça me fascinerait moins, mais là, sur ce coup-là... Parce que depuis, tu l'as jamais relu, en fait? Ah non, je l'ai lu une fois, mais je me souviens pas de tout exactement, mais ce que je me rappelle, c'est que j'avais trouvé ça, complètement immersif. J'étais dedans, j'ai trouvé ça très bien, l'intrigue, les choses comme ça. Alors bon, moi je suis pas tellement, j'accroche pas trop avec les écrivains comme les Voltaire, les Beaumarchais, des trucs comme ça et tout. T'es moins branché littérature classique, voilà, comme on ça. appelle ça. Et j'avais trouvé
le pitch et puis à la lecture, j'avais trouvé que c'était super bien fait, super bien monté, avec ce que j'aime bien en écriture comme en cinéma, un petit twist de dernière minute, la chose où... Auquel tu t'attends pas. Ah, jamais. Ouais. Mon film préféré, par exemple, étant Usual Suspect, que je classe au-dessus de tout. Et celui-là, j'avais adoré. Vraiment adoré, j'étais accroché, j'étais tombé dedans. Je crois que je l'avais lu d'une traite tellement... Ah oui, carrément. Il était très très bien. Enfin, moi, j'avais trouvé très très bien à l'époque. Et avant cet auteur-là, avant que ta sœur t'en parle, tu le connaissais pas du tout? Non, j'en avais jamais entendu parler. Et depuis, j'ai relu d'autres trucs qu'il a fait aussi, où je trouvais... Enfin, il y a des sujets notamment... Enfin bon, je vais peut-être pas tout dévoiler maintenant, mais... Non, il faut pas trop dire. Il y a des sujets, au premier abord, quand j'ai vu le titre et tout ça, il y a même un bouquin, c'est en 3 parties. Je m'étais dit, oh, le titre... Eh ben, j'ai réussi à tomber dedans. Et pourtant, c'était un des bouquins que j'aurais pas été choisir de moi-même dans une médiathèque. Et j'ai adoré aussi. Donc, j'ai dû en lire 4-5. Ah oui, donc une fois que ta sœur t'a présenté, on va dire, cet auteur, tu as lu le bouquin, et après, tu as eu envie de lire les autres. Ah bah oui, parce que j'avais tellement lu. Et les autres bouquins étaient à peu près dans le même style, ou c'était autre chose? Ça reste résolument moderne quand même. Hein. D'accord. À part la trilogie, sinon, j'en ai lu 2-3 autres, ça reste relativement moderne. Ça pourrait se passer maintenant. Enfin bon, donc à l'époque, on va dire dans les années 80-90. Il y en a 2-3, il y en a même un qui a été adapté à la télé. Ah bon? Ouais, qui était... Et que t'as vu aussi? Ouais, alors bon... T'as moins accroché? J'ai pas accroché. Mais très souvent, enfin pas très souvent, mais la plupart du temps, quand j'ai lu des bouquins et que je les ai vus au cinéma après ou à la télé, j'étais déçu. Ouais, tu préfères le bouquin, l'adaptation te convainc? Ouais, c'est beaucoup plus fourni. Un autre bouquin qui n'a rien à voir avec ça, et qui est Le Silence des agneaux, que j'ai tenu à lire avant de voir le film. J'ai beaucoup aimé le film. Par contre, ce qu'il y avait dans le bouquin, ils auraient pu faire un film de 3, 4 heures, 5 heures, parce que c'est tellement riche. Tu nous as dit que tu l'avais lu il y a très longtemps, que tu ne l'as pas relu depuis, mais n'empêche que quand je t'ai demandé quelle œuvre tu voulais nous partager pour cette rubrique, c'est à lui que tu as pensé. Ben, ça veut dire que ça a été quand même plus que marquant. Ah bah oui, ça, pour que je m'en souvienne encore, j'ai quand même lu pas mal de livres. Il y en a, honnêtement, on me dirait le titre, je dirais je l'ai lu, mais je m'en souviens pas. Mais là, j'avais trouvé l'idée de scénario tellement original et tellement, comment dirais-je, ça ouvrait plein de portes quoi pour la suite. Il y a un moment où il y a le fameux cliffhanger et après ce cliffhanger, il y a plein de possibilités. C'est génial. Enfin, j'ai trouvé que c'était génial parce qu'on ne sait pas vraiment vers laquelle se diriger. Enfin voilà quoi, il y a tellement de possibilités que j'ai trouvé ça génial. À qui tu pourrais conseiller cet écrivain ou ce livre que tu as lu là au tout début? À qui tu pourrais le conseiller? À quelqu'un qui aimerait tel ou tel type de littérature, à quelqu'un qui aimerait tel ou tel type d'histoire? À qui tu le conseillerais? Alors, c'est pas évident parce que déjà, il faut quelqu'un qui aime les histoires qui se passent, on va dire, dans le monde actuel. Non, je vais pas dire ça, mais c'est vrai que ça m'a fait, par quelques points, mais alors vraiment pas fourni, mais il y a quelques points, ça m'a fait penser à Ravage de Barjavel. Ouh là 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 là, ça me parle ça, parce que ça c'est un bouquin qui m'a tellement traumatisée à l'époque. J'y pense encore, hein. Dès qu'il y a une coupure d'électricité, je suis ravagée de peur. Ben voilà, c'est comme ça, c'est des choses où tu sais pas où tu vas, c'est-à-dire bon, l'avantage des bons livres, c'est que évidemment tu dois pas deviner la fin tout de suite, sinon c'est... Mais il y a des choses, tu sais pas où ça va t'emmener et où est-ce qu'il cherche à aller, et surtout ce que tout le monde attend. Alors il y en a beaucoup qui aiment le déroulement, mais la fin. Quoi qu'il arrive, sur des livres un peu comme ça, un petit peu thriller, on va dire, des choses comme ça, tout ce qu'on cherche, peut-être pas dès le départ, mais au fur et à mesure de livre, c'est trouver qui aurait pu faire le coup, enfin, savoir comment ça va se finir. Or là, on est un petit peu perdu, comme dans le film Usual Suspect,
comme dans Ravage, on sait pas. C'est un peu ce genre d'histoire que toi tu aimes en Ouais, fait, moi j'adore ces histoires-là. avec des twists Il faut. inattendus. Bah, comme je te disais tout à l'heure, hein, les films, hein, mes films préférés, il y a Les Autres, j'aime beaucoup le Sixième Sens, enfin, voilà. Il faut que ça me retourne l'esprit, notamment dont je t'avais parlé, que tu connaissais pas du tout, qui était Sens Unique, avec Kevin Costner. Oui, effectivement, oui. Oui. C'est vraiment des choses auxquelles on s'attend pas du tout. Et je trouve que c'est génial. Je trouve génial parce qu'on arrive à se mettre dans une intrigue, et petit à petit, on essaye aussi de se faire un scénario à nous, puisque j'aime bien être complètement surpris. Est-ce que tu sais comment ta sœur, elle l'avait découvert? Absolument pas. Tu sais pas? Je sais pas. Ok. Et elle a l'habitude comme ça de te donner des conseils de lecture? Elle le fait de temps en temps? Non, mais je pense que c'était au cours de la discussion, quand je lui ai dit Agatha Christie, je vais peut-être passer à autre chose pour l'instant. Bon, j'avais pas tout lu Agatha Christie, encore à l'époque, mais j'ai peut-être dû lui dire, je vais passer à autre chose et tout, et elle m'a ramené les. Je me rappelle de la couverture, je me rappelle encore pas du toucher, mais ce livre-là, il devait être un peu bleu, un peu légèrement pâle et tout. Enfin, oui, tu te souviens de. Mais ouais, de ce parce que c'est vraiment un bouquin qui m'a vraiment accroché, vraiment. Puis après, j'ai lu, je te dis, j'ai dû en lire 4-5 autres. Et tu as eu la même impression? Je le comparais, alors bon, la comparaison va paraître peut-être osée, mais je le comparais avec ceux que je suis en train de lire là. Oui. Les livres de Freda McFadden, La femme de ménage. Oui. Tu sais qu'ils sont très controversés, ces livres-là. Il y a des fans absolus, elle fait un carton, et il y a des gens qui trouvent que c'est peut-être... Enfin, tu sais, il y a eu le bruit qui courait que ça pouvait être de l'IA qui écrivait, qui n'est plus le cas maintenant, etc. puisqu'elle a été... Oui. Mais oui, non, mais tout à fait. Mais controversé, moi, ça me gêne un petit peu quand on dit qu'un livre est controversé, parce qu'il y a plein de gens, comme tu dis, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Écoute, je crois que tu nous as beaucoup parlé de ce fameux bouquin, de ce fameux auteur. Là, ça fait presque un quart d'heure qu'on en parle. Moi, je te propose de révéler qui c'est. Donc, du coup, aujourd'hui, tu nous parles de... Donc, l'écrivain s'appelle Bernard Lanteric. Bernard Lanteric. Lanteric. Bon, il est mort en 2007 ou 2009, je sais plus. D'accord. Et ce livre, il s'appelle Substance B. Et Substance B, c'est B comme bonheur. En gros, ce sont des labos pharmaceutiques qui ont découvert, soi-disant, une substance, une sorte de gélule ou de cachet, qui s'appelle la substance B comme bonheur, parce qu'il s'avère qu'il n'y a pas de drogue dedans, il n'y a pas d'hallucinogène, il n'y a pas de tout. Par contre, ils ont fait des tests sur des cobayes, des patients, et les gens se sentaient super bien, bien dans leur tête, bien, enfin vraiment, ils trouvaient le monde entre guillemets merveilleux. Des lunettes roses. Ah oui, complètement. Et ils ont essayé de trouver ce qu'il pouvait y avoir comme effet secondaire qui serait néfaste et tout, et ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait tous les tests auxquels ils pensaient. Et il s'est rien passé. Et il s'avère qu'un jour, il y a une laborantine qui trouve que son mari, avec elle en ce moment, c'est pas ça. Enfin bon, ils se crient dessus l'un sur l'autre et tout. Et donc, elle décide d'emprunter, on va dire, 2 de ses pilules pour les donner à son mari, et puis en prendre une elle aussi en même temps et tout. Voilà. Ah bah oui. Ok, la suite chez votre libraire. Ah bah voilà, la suite après, ça se dit pas. Voilà, précipitez-vous pour commander le bouquin. Là, c'est le twist. Là, c'est le twist. Et là, c'est le twist. Et voilà, moi, j'ai adoré, alors... Ah bah écoute, merci, parce qu'en plus, il n'est pas très très connu comme auteur. Enfin, moi, personnellement, j'avais jamais entendu son nom. Lanteric, il a fait une série dont ils ont tiré Les Maîtres du Pain à la télé. Ah, d'accord. C'est lui qui l'a écrit. Il a fait La Nuit des Enfants Rois. Ah, il a fait plein de... Je les ai pas tous en tête, mais moi, j'ai vraiment... D'accord, bon, c'est moi qui le connais pas, quoi, en voilà. fait. Les Maîtres du Pain, c'était passé il y a très très longtemps et c'est ce dont je parlais, le coup du titre.
D'accord. Moi, un bouquin, il y a marqué le maître du pain comme ça au premier abord. Oui, c'est vrai. Alors, ça n'a rien à voir avec la substance B ou la nuit des enfants Mhm. rois, mais c'est une saga D'accord. d'une famille et tout. Eh ben, j'ai réussi à accrocher ça alors que c'était pas forcément mon domaine de prédilection. Top, bah merci. De rien. Mais je ne te lâche pas comme ça. Alors oui, je vais pas te lâcher comme ça parce que comme je l'expliquais au départ, très souvent quand je reçois mes artistes invités, bah, je peux pas leur parler de leur partenaire, de leur conjoint, de la personne qui vit avec eux ou avec elles. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir aujourd'hui, enfin d'essayer d'évoquer cette question-là en tout cas, c'est qu'est-ce que ça fait de vivre avec une personne qui crée. Voilà, qui crée des spectacles, qui est sur scène, qui crée des podcasts et qui, en fin de compte, est plus modestement que des personnes professionnelles à temps plein, mais qui est quand même mon cas. Et en fait, c'est toi que j'ai sous la main. Et donc, bah, je vais te poser quelques questions par rapport à ça. On va voir. Est-ce que tu poses des questions, mais rien ne dit que je te donnerai les réponses. Je tente quand même. À quel moment tu sais que je suis en pleine création? Est-ce que tu sens ça? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce que tu sens à quel moment ça... Ouais, il y en a un. Il y en a un surtout qui me vient à l'esprit. Oui? C'est quand je frappe à ton bureau et puis je dis ah ouais. Je suis là, on est en enregistrement, on est un truc, faut pas déranger et tout. Non, mais je sais parce que tu es à fond dedans et puis bah, tu le sais aussi, hein, c'est chronophage. Oui. Donc, quand j'ai un truc en disant bah tiens, j'ai dans mon bureau une petite heure et tout, bon, pas de problème. Tu ressors 6 heures après, bon, en disant bah j'ai pas vu l'heure. Ah bah oui. Mais non, mais c'est ça qui est bien. On voit que tu es dedans, on voit que t'es prise et je peux comprendre. Je vais faire un comparatif qui a peut-être pas lieu d'être, mais quand je jouais, fut un temps, il y a pas mal d'années aux jeux vidéo, je joue une demi-heure, je ressors limite le lendemain soir. Enfin, j'exagère, mais c'est ça le truc. Quand on a quelque chose, c'est difficile de se décrocher parce qu'en plus, quand on fourmille d'idées ou qu'on a envie de choses, bah, au moment où on se dit, bon, ah, mais attends, j'ai peut-être ça à faire, et, ah, puis là aussi, ah, bah non, bah là, j'ai oublié de faire ça. Et puis c'est fini, ça nous emporte. Hein. Ouais. Donc, ce que tu vois particulièrement, c'est le temps que j'y passe, le temps que je suis, enfin, souvent dans mon bureau, parce que c'est là que j'écris et que je fais les montages et les enregistrements. C'est surtout ça d'abord que tu vois. Du coup, quand je travaille à la création d'un spectacle, par exemple, toi, qu'est-ce que tu vois concrètement? Qu'est-ce que tu vois avant que je le présente sur scène? Bah, j'en vois des extraits déjà. Ouais. Quand tu me dis, tiens, ça, voir ça, voir ça, voir ça. Moi, je vois qu'un seul truc, honnêtement, un seul truc, la passion. Et donc, c'est quelque chose que, depuis que je te connais, c'est quelque chose que tu as toujours aimé, que tu as toujours voulu. Je vois aussi une personne qui va au bout des choses, quoi. Qui se lasse pas. C'est-à-dire que tu es dans ton truc, tu veux le faire, et puis ça fourmille d'idées à l'intérieur. Donc, forcément, tu as envie de le faire. Et puis, je trouve ça super quand on voit quelqu'un qui est habité comme ça par une passion, par quelque chose qu'elle aime faire, qu'elle a envie de créer, l'envie de réunir aussi. Parce que c'est normal quand on crée quelque chose. Si c'est pour le montrer à des gens, c'est pour essayer d'en faire adhérer, entre guillemets, le plus possible. Mais non, de la passion, voilà. Donc toi, c'est ce que tu vois. Moi, ce que je ressens. Ce que tu ressens avant que ce que j'ai créé soit sur scène. C'est la même chose pour les podcasts, parce que je crée aussi pour les podcasts. Ah oui, la preuve, je les écoute, donc a priori... Oui, c'est vrai. Non, mais des fois, quand tu recherches des gens à interviewer, comme il ne reste plus que moi, je suis en promo, donc voilà, c'est plus facile. Mais... Non, mais c'est vrai que tu donnes vraiment de la peine, et puis ce qui est intéressant dans tes podcasts aussi, c'est qu'il y a plein d'horizons différents, quoi. Et que tu englobes énormément de choses, que ça soit du chansing, du théâtre,
des interprétations, comme quand on a été voir Joséphine Baker Oui, et oui, tout, oui, voilà. oui. Il y a plein de choses et je trouve ça super intéressant. Et puis, t'as vraiment un univers très éclectique. Il me semble quand même que tu as vu aussi certaines préparations de spectacles que j'ai faites pendant nos vacances d'été. C'est arrivé 2 fois. Et Euh, aussi ici. et aussi ici, dans notre salon, puisqu'on enregistre dans notre salon. Entre ces répétitions que tu vois, voilà, là, comme ça, dans un espace très réduit, et ce que tu vois sur scène, qu'est-ce que tu peux en dire? Je vois une rose qui naît, je vois quelque chose qui se monte. Mm. Donc c'est juste on va dire, une transition entre la répète et la salle, et qui a plein d'éléments extérieurs Mm. à prendre en considération. Après, effectivement, jouer devant du public, Mm. devant 100, 2, 3, 400 personnes, des fois, ça change littéralement. Dans une salle ou dans un extérieur où il y a du vent, où il y a du public, où il y a des gens qui parlent, qui machin, enfin, etc., etc. Oui, tu as vu tout ça, ouais. Donc, non, mais c'est des choses à découvrir, mais je trouve que c'est bien de pouvoir mener un projet du début à la fin. Mm. Est-ce que dans toutes ces activités, donc que ce soit la compagnie de théâtre, création de spectacle, aujourd'hui beaucoup le podcast, qui est une forme de création aussi, est-ce que pour toi il y a eu des moments qui ont été compliqués à vivre de ton côté? Non, non, je vois pas vraiment des choses qui m'ont vraiment marqué où je me serais dit, oh, non, non. Je crois que le plus compliqué, c'est d'essayer de parler avec toi quand tu doutais. Ah oui. Enfin, le plus compliqué. Mm. Faut trouver les mots. Oui. C'est ça le Ouais. problème. Mais voilà, il y a des moments où toi, au niveau de ta compagnie, il y a eu des hauts et des bas, hein. Ça arrive. Puis tu as été comme tout le monde, hein. Tu es passé par l'élément Covid. Donc, moi, les trucs les plus compliqués, c'est quand toi, je te voyais un petit peu certaines fois. Bon, t'étais pas au 36e dessous, mais quand même, Mm. on voyait que c'était pas. Ça cogitait, quoi. Bah ouais, et puis quel avenir quand t'as Mm. décidé d'arrêter la danse des mots. Mm. Mais il y a un moment où tu t'es posé la question, quel avenir? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Qu'est-ce que j'ai et tout. Donc voilà, mais compliqué. Non, à part trouver une place de parking à côté du théâtre du Temps parce que il Oui, y c'est avait vrai pas que de place, machin, en plein Paris. Oui, c'était pas Mais mal. non, non, mais ça c'est des petites. On va dire que c'est compliqué peut-être au niveau, et Mm. encore compliqué. Je pense que le mot est un petit peu fort, mais au niveau organisation. Par contraste, est-ce qu'on peut dire que du coup, tu vois aussi surtout mon absence? Pas vraiment. Ouais, Pas vraiment parce que alors, on est à côté, on a une pièce toi t'as ton bureau d'un côté, moi je vais de l'autre oui. côté du mur. C'est vrai Donc qu'on est très à la proches. limite, si vraiment tu veux qu'on se rassemble, on fait un trou dans le mur et puis on pourra se voir, mais sinon non, non, non. Et puis on en discute énormément. Donc Oui. moi je me suis jamais senti légitime de dire quoi que ce soit. Dès le début, quand tu m'as dit que tu avais une compagnie de Mm. théâtre, des choses comme ça Mm. et tout, il n'est pas sorti une seule fois de ma bouche l'idée de te dire ouais non mais ouais, faut calmer un peu et tout. Non, pas du tout. Moi, si comme je vois que tu aimes faire ça, je vois pas de quel droit je pourrais me Mm. permettre de modérer des choses qui n'ont pas besoin de l'être. C'est vrai que c'était quelque chose dont je t'avais prévenu tout de suite quand on s'est rencontrés. À l'époque, c'était donc la compagnie La Danse des Mots, qui était ma compagnie dans laquelle je mettais beaucoup, beaucoup d'énergie, puis on montait beaucoup plus de spectacles. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est reporté sur le podcast. Donc, t'as jamais été piégé, on va dire, par le fait que tout d'un coup, je sois happée pendant des heures dans mon bureau sur une écriture ou quelque chose. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Quand on se dit les choses, c'est bien. Mm. C'est bien d'essayer alors, c'est souvent ce que je dis, d'inverser les situations. Mm. Si moi, il y a vraiment un truc qui me tenait énormément à cœur et tout, je pense que je pourrais être pesant aussi et ça. Et quand on est avec quelqu'un qu'on aime,
on peut pas se donner le droit d'interdire, ou même l'idée d'interdire. Mm. Mais je sais que moi, il y a des fois où tu vas demander des choses pour t'accompagner, des trucs comme ça. Mm. Moi, au contraire, comme je t'avais dit dès le départ, j'adore être dans les coulisses et voir un peu comment se monte un truc, parce que c'est un petit peu comme quand tu plantes une fleur, une rose, t'aimes bien la voir petit à petit grandir et s'épanouir. Et il ne viendrait pas une seconde l'idée d'aller couper la tige comme ça pour la mettre dans un vase en disant ah super. Non, il faut la laisser s'épanouir, il y a comme ça qu'elle peut grandir. Mhm. Dès que tu dis quelque chose, c'est comme si tu coupais la rose, quoi. Tu brimes et puis tu risques de provoquer de la culpabilité chez les autres en disant ah, non, faut être quand ça va pas, faut le dire. Au final, pour toi, ça se résume à quoi, vivre avec quelqu'un qui crée? Bah, comme je disais tout à l'heure, on revient un petit peu ça revient un petit peu à la question. Tu vois quelque chose se créer, quelque chose éclore, comme je vais reprendre la métaphore de la rose. Et ben, la rose elle grandit, elle éclot et tout, et puis il s'avère qu'en plus, elle est très belle et en plus elle sent très bon. C'est un aboutissement. C'est vraiment quelque chose. Tu te dis ouais, elle a fait ça de A à Z. Et le résultat. C'est peut-être pas objectif. Je pense que si, un peu quand même, c'est pas objectif. Je trouve le résultat super, donc... Très bien. Tu disais que tu aimais bien être dans les coulisses, de voir ce qui se passait dans les coulisses. Du coup, des coulisses, avec moi, t'en as vu quelques-unes quand même, parce qu'on a monté plusieurs spectacles. Et pas que l'entrée. Et pas que... Pas que l'entrée. Pas que l'entrée. Des coulisses. Pas que l'entrée des coulisses, oui, donc tu as vu les coulisses aussi et les prémices. Du coup, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a montré? Pas que c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Les conditions de jeu, des fois. Arriver à trouver des endroits pour jouer, arriver à mettre en place tout ça, arriver à faire... éventuellement jouer des comédiens comme je me rappelle la première pièce que tu as fait, Spirale. Oui. C'était toi qui mettais en scène aussi. Et donc ça doit pas être évident de pouvoir communiquer ces sensations lors de l'écriture aux comédiens qui eux doivent l'interpréter. Et c'est pour ça que là où le comédien va peut-être se trouver bien ou correct par rapport au texte, toi, ça va pas être du tout la façon dont tu l'as imaginé. Donc, faut arriver en gros à les emmener dans ton chemin d'écriture pour leur préciser exactement ce que tu attends d'eux, sans que ça soit trop tatillon. Ça, en tout cas, c'est ce que tu as vu. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais bon, sinon, voilà, le reste, c'est quand même ça qui m'a permis de découvrir le ramassage de pétales de rose, le déplacement des bancs, Oui, c'est vrai. l'accueil des spectateurs pour les tickets, enfin voilà. Non, mais Oui. moi, c'est un milieu où j'aime bien. Voilà, si je peux aider l'un, si je peux aider l'autre et tout, moi, ça me va très bien et j'ai toujours aimé ça. À l'époque, bon, peut-être que tu seras amené à le redevenir sur certains spectacles qui pourraient être créés à l'avenir, mais tu as été un peu conseiller, un peu chauffeur, un peu roadie, un peu régisseur, un peu agent d'accueil, un peu programmateur. Je t'envoyais tes chansons, tes musiques et tout. Tu as toujours été quand même un peu là dans les coulisses. Un peu là, sans S. Ouais, non, mais j'aime bien. J'ai pas besoin forcément d'être à la lumière, on va dire. Mais j'ai toujours été comme ça quand j'étais chanteur dans un groupe de musique. Tout le monde n'est pas fait pour être à la lumière ou n'a pas envie d'être à la lumière. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien être, entre guillemets, dans l'ombre. C'est-à-dire dans les coulisses. Voilà. Dans les coulisses. D'après toi, qu'est-ce que toi, tu apportes à mon travail de création? Peut-être même sans t'en rendre compte. Oh, c'est prétentieux, ça. C'est prétentieux. Je dirais que le seul truc que je vois, moi, ce que j'apporte, c'est si tu as besoin de quelque chose, tu me le dis. Si je peux t'aider, je t'aide. C'est vraiment... La création, tu sais faire. Tu connais, enfin, c'est ton truc, c'est machin et tout.
J'ai été te chercher plein de fois à Paris le soir. Si, je sais pas, si je peux te trouver, si tu as besoin des fois d'un objet, d'un truc comme ça, bah, je peux le trouver pour toi. Et puis si tu as besoin de conseils, alors je te donne mon avis, c'est pas un conseil, c'est mon avis. C'est différent. Bah, je suis là pour te le donner. Et puis si tu as besoin de moi, en général, je réponds présent, quoi. Donc, je pense que la création, tu sais le faire, il n'y a pas de problème. Tu sais créer, tu sais écrire, tu le prouves depuis des années, il n'y a pas de problème. Après, tu as des petits à côté où tu as des fois où tu es un peu bloqué, un peu tout ça. Enfin, il y a Mais des c'est là choses. que toi t'interviens. Bah, si tu as besoin, hein, je suis pas. Je veux pas non plus rentrer dans. Moi, je veux pas rentrer trop dans ta création, hein. Je me rappelle du dans le bureau quand on frappe. Donc, dans ça, non, non, mais voilà, je veux pas te. Si tu as besoin de moi, tu peux me le dire. Donc en fait, une sorte de spectateur dans les coulisses, plutôt satisfait de ce qu'il voit et qui le vit très bien. Voilà, bah, je vais reprendre une métaphore très poétique, comme un match de foot. Je suis sur le côté, si je peux leur relancer le ballon pour qu'ils jouent, il n'y a pas de problème. Et si en plus ils gagnent, c'est merveilleux. Eh ben écoute, c'est là-dessus qu'on va conclure, c'est formidable. Merci beaucoup d'être venu au micro de l'entrée des coulisses. Depuis le temps que tu l'écoutes, bah, te voilà dedans. Ça va? Ça va me faire bizarre de m'entendre, mais bon, c'est toujours ça, hein. Toujours, on verra. On s'habitue, t'inquiète pas. Oui, 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 mais bon, peut-être pas d'habitude que j'ai envie de prendre votre, mais bon. Bon, bah écoute, on va reprendre le cours de nos vies avec nos chats qui vont commencer à miauler, nos voisins là-haut qui souquent et les avions qui passent. Bah tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Allez. Et la vie est belle quand même. Voilà, clap de fin. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu particulier, enregistré avec Monsieur, mon mari. J'espère que vous avez découvert un auteur que vous ne connaissiez pas encore. N'hésitez pas à aller fouiner du côté des médiathèques ou des librairies pour trouver ce fameux livre. Et sinon, j'espère aussi que vous avez eu quelques éléments de réponse sur la question que j'ai ouverte. Qu'est-ce que ça fait de vivre avec une personne qui crée, que ce soit des spectacles ou des podcasts. D'ailleurs, si vous vous sentez concerné, si vous vivez avec un ou une artiste, si vous vivez avec un podcasteur ou une podcasteuse, vous avez certainement des choses à dire, comme Monsieur mon mari. Alors moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. N'hésitez pas, venez me les raconter en commentaire sur le compte Instagram dédié à l'entrée des coulisses. Le lien est dans la description de l'épisode. Et moi, je vous salue et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. On referme les coulisses.